Bienvenue à tous, nous sommes le jeudi 22 juin 2017. L'actualité à chaud en 4 questions, c'est avec vous François Asselineau et on démarre cet entretien avec bien évidemment les résultats du second tour des élections législatives. Faites-nous part de votre analyse. Eh bien bonsoir à toutes et à tous. Je vais essayer d'être assez bref sur ces analyses. J'ai déjà eu l'occasion de les développer très longuement sur notre site internet upr.fr. J'y renvoie les personnes qui me regardent maintenant. Je voudrais quand même souligner, parce que c'est vraiment ça qui va rester dans l'histoire, quelques records qui ont été battus à l'occasion de ces élections, et notamment du deuxième tour. D'abord, c'est un record d'abstention, puisqu'il y a eu 56,3% des inscrits qui ne sont pas allés voter. C'est un nouveau record. Au premier tour, c'est un record qui avait déjà été battu avec plus de 51% d'abstention. Là, on a 56,3% des inscrits qui ne sont pas allés voter au deuxième tour. Un deuxième record qui a été peu souligné dans la presse, c'est les records en termes de vote blanc et de vote nul. Les votes blancs, vous savez que les votes blancs et les votes nuls ne sont pas comptabilisés dans les suffrages exprimés, mais sont comptabilisés quand même parmi les gens étant allés voter, donc ça fait baisser l'abstention. Les votes blancs ont atteint près de 7%, 6,9 et quelques, 93 je crois, près de 7% des votants. Les votes nuls ont atteint 2,93, c'est près de 3% des votants. C'est-à-dire qu'il y a 10% des votants qui en fait ont voté blanc ou nul. C'est un record pour des élections législatives. Alors si on rapporte ça non pas en termes de votants, mais en termes d'inscrits, ça fait quelque chose comme plus de 4 et quelques pourcents qui ont voté blanc, d'inscrits qui sont allés voter blanc et nul. Et si on ajoute ceci aux 57 et quelques pourcents d'abstention du deuxième tour, on découvre qu'il y a près de 62%. Près de 62% des électeurs inscrits qui soit se sont abstenus, soit sont allés voter blanc ou nul, c'est-à-dire près de 62% des inscrits qui ont refusé d'aller s'exprimer. Alors ça, c'est plus qu'un record, c'est un signal d'alarme gigantesque qui doit retentir et qui a retenti, n'en doutez pas, dans les allées du pouvoir. C'est une gifle monumentale qui est adressée non seulement à M. Macron, mais également à l'ensemble de l'oligarchie qui a piloté toutes ces élections manipulées depuis maintenant des mois. En réalité, on a forcé les Français par des processus de manipulation mentale, par l'occupation de 100% ou 90% de l'espace médiatique pour chanter les louanges de M. Macron. Donc les Français, malheureusement, il y en a un certain nombre qui se sont laissés entraîner, mais un grand nombre des autres ont refusé en fait d'entrer dans le jeu. Ça veut donc dire qu'il y a un divorce croissant entre les électeurs et les gens qui dirigent le pays. Alors, il y a une conséquence à ce système, c'est que notre système électoral, qui est un système à 2 tours, uninominal majoritaire à 2 tours, comme on dit, il tient la route lorsqu'il y a 20% d'abstention. Mais lorsqu'il y a 60% d'abstention blanc ou 62% d'abstention blanc et nul, là le système ne tient plus du tout la route. Parce qu'on aboutit à des majorités complètement exagérées qui n'ont plus aucun rapport avec ce que pense la population. Alors ça donne comme résultat cette chose très impressionnante, c'est que la République En Marche a obtenu en nombre d'inscrits, pas en nombre de votants, mais en nombre d'inscrits, compte tenu de l'énormité de l'abstention des blancs et nuls, en nombre d'inscrits, République En Marche a obtenu 14% des inscrits. Et si on y ajoute le MoDem, je crois que ça fait 16%. Et pourtant, avec le scrutin uninominal majoritaire à 2 tours, eh bien, la République En Marche obtient 308 sièges et 350 avec le MoDem, c'est-à-dire 61% des sièges pour 16% des inscrits. Donc ça ne va pas du tout. Parce que si on avait une démocratie qui représentait l'opinion générale, l'écrasante majorité, et à la pure proportionnelle, la majorité des députés devrait représenter les 60% de Français qui ont refusé d'aller voter, justement, ou qui sont allés voter blanc ou nul. Donc on a en fait un effet d'optique terrible,
C'est-à-dire que M. Macron obtient une majorité pour soutenir sa politique, 308 députés, il en faut 289 pour avoir la majorité absolue. Donc M. Macron n'a plus besoin du MoDem d'ailleurs pour pouvoir gouverner. Mais cette majorité pléthorique ne correspond à rien. Elle ne correspond qu'à 14% des Français inscrits. On est donc face à un problème majeur qui risque bien entendu, alors tout nouveau, tout beau, comme dit le proverbe français, c'est-à-dire qu'actuellement les médias continuent à servir la soupe à Macron, quoiqu'il commence à y avoir quelques petits couacs, on y reviendra tout à l'heure. Mais bien entendu que lorsqu'à partir de l'automne, les difficultés vont s'amonceler, lorsque notamment le débat au cours de l'été, les ordonnances sur la réforme du Code du travail, tout ceci va se passer dans le dos des Français. Mais lorsqu'à l'automne et que les difficultés vont s'amonceler, on va se rendre compte qu'en fait, M. Macron est soutenu par très très peu de monde et son gouvernement également. Voilà, je pense, les enseignements de ces élections, avec, je le précise aussi, l'émiettement des autres partis. Je ne vais pas redire ce que tout le monde a pu voir. Je renvoie encore une fois à mon analyse. On peut voir en tout cas que les autres partis politiques sont évidemment assez laminés, sauf le Front National, il faut reconnaître, qui multiplie le nombre de ses députés par 4, mais enfin ça ne va pas chercher loin, ça passe de 2 à 8, donc il n'a pas la faculté de créer un groupe parlementaire à lui seul. Comment voyez-vous la nouvelle Assemblée nationale ? L'Assemblée nationale, qui résulte de ce que je viens de décrire, à mon avis, elle va avoir des problèmes. Il y a donc 308 députés pour La République En Marche. C'est la majorité absolue, je l'ai dit tout à l'heure, il en faut 289. Le premier problème déjà qui se pose, c'est que vous avez peut-être vu ce qui commence à circuler sur Internet en provenance justement de l'Assemblée nationale et de certains bruits de couloir, c'est qu'un certain nombre de spécialistes estiment qu'il est possible qu'il y ait jusqu'à peut-être 40 ou 50 députés de La République En Marche dont les comptes soient invalidés par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements des partis politiques. Parce que c'est vrai, et Dieu sait si nous le savons, il faut être extrêmement scrupuleux sur la gestion des finances de ces candidatures. Nous, à l'UPR, nous avons adopté une procédure centralisée, ce qui a permis de présenter les candidats partout, parce qu'en fait, ils ont été très très largement, libérés de ces tâches comptables et administratives qui sont d'une extrême importance. Il semble qu'à La République En Marche a été un petit peu le joyeux foutoir, pour dire les choses. Donc, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, certaines rumeurs venant de l'Assemblée ont dit qu'il pourrait y avoir 40 ou 50 députés de La République En Marche dont les comptes seraient invalidés. Alors, si les comptes sont invalidés par la CNCCFP, la Commission nationale ensuite transmet ça, je crois, au Conseil constitutionnel, qui juge ensuite en tant que juge. Est-ce que cette invalidation des comptes entraîne l'invalidation de l'élection ou pas? Alors là, la jurisprudence est que si la personne était de bonne foi parfois l'élection n'est pas invalidée, mais souvent elle est invalidée. Donc les rumeurs venant de l'Assemblée nationale, c'est qu'il pourrait y avoir peut-être jusqu'à 40 ou 50 députés de La République En Marche dont l'élection serait invalidée à l'automne. Si c'était ça, ça serait quand même assez grandiose. Ça voudrait dire au passage que La République En Marche perd sa majorité. Il y aurait 40 à 50 élections législatives partielles. Bien entendu, l'UPR, évidemment, se présenterait dans ces 40 ou 50, mais il y aura peut-être que 20 ou 30, on ne sait pas, dans ces 30 élections. Bref, ça, c'est un truc en suspens, mais sur lequel il faut garder un œil. À part ça, je l'ai dit, La République En Marche actuellement, plus le MoDem, a donc droit à 350 députés. Comme je l'ai déjà souligné, et comme la presse l'a souligné, en fait, Macron n'a plus besoin du MoDem. Ça n'est peut-être pas pour rien dans l'éviction de M. Bayrou, de Mme de Sarnez, de Mme Goulard, on verra ça tout à l'heure. En attendant, c'est vrai que le MoDem, il sert plus à grand-chose. Il a 42 députés, c'est très bien pour lui, il a plein d'argent, mais c'est d'ailleurs tout à fait disproportionné par rapport à ce qu'il représente dans l'opinion. Mais il n'a plus le moyen de pression qu'il devait pouvoir espérer avoir si La République En Marche n'avait pas eu la majorité à soi seul. Alors sinon, il faut reconnaître que les Républicains ont 136 députés.
ce qui représente quand même une certaine catastrophe. Il y en avait 220 et quelques dans la majorité sortante, mais ils sont le premier groupe de l'opposition, entre guillemets, de la prétendue opposition à M. Macron. Alors, vous l'avez vu, mais ça c'est très important, il y a une petite camarilla de députés, il y en a au moins 20-25, il paraît-il que ça pourrait monter jusqu'à 40 ou 50, des Républicains, qui ont décidé de se faire scission et de créer un groupe qui s'appelle les Constructifs. Les Constructifs, c'est pour pas dire en fait les opportunistes qui vont à la soupe. C'est mené par monsieur Thierry Solère, que j'ai connu il y a bien longtemps au Conseil général des Hauts-de-Seine lorsqu'il était un jeune conseiller général. Donc monsieur Thierry Solère, qui est une espèce de maître Jacques des Républicains, c'est lui qui avait notamment été chargé d'organiser les primaires des Républicains, avec quelques comparses comme monsieur Franck Riester, enfin des gens dont les dents rayent le parquet, ont envie d'être ministres de monsieur Macron et de monsieur Philippe, à l'évidence. Donc ont décidé de créer un groupe qui s'appelle les Constructifs, qui sont surtout destructeurs des Républicains, pour en fait soutenir, et ils vont peut-être voter la confiance du gouvernement. Si tel est le cas, ça veut dire que les Républicains sont en train d'exploser sous nos yeux, avec une tendance menée par Laurent Wauquiez, Christian Jacob, qui veut avoir une opposition féroce, une opposition formelle plutôt, contre le gouvernement. Sur le thème, oui, c'est scandaleux, etc., sachant qu'ils feraient de toute façon la même politique s'ils étaient au pouvoir, puisqu'ils appliqueraient aussi les directives européennes. Et puis une autre partie de gens qui sont prêts à aller à la soupe. Ce sont ce qu'on appelle les constructifs. Voilà. J'ai dit tout à l'heure, le Front National a 8 députés. Bon, très bien. Avec ça ne lui suffit pas. Je rappelle qu'il faut quand même avoir 15 députés pour avoir un groupe parlementaire. C'est très important d'avoir un groupe parlementaire parce que c'est ça qui donne des temps de parole à l'Assemblée nationale. Si vous êtes des députés non inscrits, c'est-à-dire que non inscrits dans un groupe parlementaire, fût-ce 7, 8, 10, 12, eh bien, le temps de parole est extrêmement faible, en fait. Donc, Madame Le Pen et les 7 autres députés du Front National vont essayer probablement de former un groupe. Mais comment est-ce qu'elle va pouvoir former un groupe alors qu'il lui en manque 7 pour former un groupe, puisqu'elle n'a que 8 députés? Ça reste un mystère. Elle va peut-être essayer de les trouver chez les non-inscrits, je ne sais pas. Peut-être qu'elle va proposer à monsieur Dupont-Aignan de la rejoindre. Ça serait assez logique compte tenu de l'alliance qu'ils ont eue entre le premier et le deuxième tour de la présidentielle. Mais de toute façon, M. Dupont-Aignan étant le seul de membres de DLF à avoir obtenu un poste de député, ça ne permettra pas d'atteindre les 15. De l'autre côté de l'échiquier, ce qui est intéressant, c'est de voir que les gens s'étripent au Parti socialiste, où l'on est passé, je ne sais plus combien, de 290, je ne sais plus combien de députés dans l'Assemblée sortante à 40, une quarantaine de députés. Donc c'est une bérésina comme on en a rarement vu dans l'histoire. Mais ils trouvent quand même le moyen de se disputer comme des chiens avec un os à ronger pour savoir qui va avoir la présidence du groupe. Et puis, à l'extrême gauche, enfin à la gauche, le Parti communiste a eu 11 députés finalement. La France insoumise en a eu, je crois, 17. Donc la France insoumise peut créer un groupe. On ne savait pas ce qu'il allait se passer avec le Parti communiste. Est-ce qu'il allait pouvoir créer un groupe ou pas? Ben oui, finalement, ils ont annoncé qu'ils allaient pouvoir créer un groupe parce qu'ils ont trouvé 4 députés dans les divers, notamment, je crois, Outre-mer ou des régionalistes avec lesquels ils vont former un groupe parlementaire de 15. Donc, il y aura un groupe parlementaire Parti communiste français et divers et un groupe parlementaire France insoumise. Donc, le torchon brûle toujours entre les deux. Alors, je terminerai cette affaire en soulignant qu'il va y avoir un truc croquignolet, ça va être l'élection des présidents de groupe. Donc déjà, du côté des Républicains, c'est M. Christian Jacob, donc l'affaire est entendue. Du côté des constructifs, l'affaire semble entendue, ça va être M. Thierry Solère. Mais du côté de la France insoumise, l'affaire est sans doute entendue, ça sera très probablement M. Mélenchon. Et du côté du Parti communiste, ça sera très probablement M. André Chassaigne. Mais parmi les Républicains, parmi la République en marche et le MoDem, c'est là où il va y avoir du rififi, puisque pour la République en marche, ça serait, semble-t-il, l'inénarrable Richard Ferrand,
qui a quitté le gouvernement puisqu'il était un orchestre à lui tout seul avec le nombre de casseroles qui tintinabulaient à ses basques. Donc le président de la République lui a montré la porte de sortie, mais avait trouvé sans doute habile de lui proposer d'être président du groupe. Est-ce que le groupe, la République En Marche, va accepter aussi facilement que ça d'avoir quelqu'un qui risque par ailleurs d'être mis en examen incessamment sous peu? Ça risque à démontrer. Ça reste aussi à démontrer de voir comment l'opinion publique va prendre l'affaire. Pareil pour le MoDem, puisque semble-t-il, Madame de Sarnez, qui a quitté le gouvernement dans cette atmosphère un peu crépusculaire du financement des attachés parlementaires du MoDem sur fonds européens. Elle a quitté le gouvernement donc sous la menace d'une mise en examen. Est-ce qu'elle va prendre également la présidence du groupe? Ça ferait quand même pas très très bon effet, me semble-t-il, que les deux piliers de la majorité du gouvernement actuel soient à l'Assemblée nationale dirigés par deux personnes qui seront mises en examen. La suite va être montrée dans les semaines qui viennent. C'est le moment de vous demander ce que vous pensez du nouveau gouvernement Philippe II. Philippe II, on a un peu de mal à se faire à ce gouvernement Philippe. Philippe II, on peut plonger à Philippe II d'Espagne, le fils de Charles Quint, qui avait mené en fait l'Espagne à l'immobilisme. Et on avait appelé ça le siècle d'or espagnol, mais c'était en fait le début de la fin. Et Philippe II avait ces de sinistres mémoires, puisqu'il avait notamment mené une politique catastrophique aux Pays-Bas espagnols à l'époque, et c'était lui qui avait été en fait à l'origine involontaire de l'indépendance des Pays-Bas et de la victoire de Guillaume d'Orange. Voilà. Bref, j'arrête là cette petite remarque historique. Le gouvernement Philippe II, il a été marqué par le départ en fanfare de Madame Sylvie Goulard. Moi, je m'en félicite, honnêtement. J'avoue que lorsque j'ai appris qu'elle quittait le gouvernement, j'ai eu le sourire. Parce que, bon, c'est quand même notre pays, la France. Et lorsque quelqu'un qui est, comme était Madame Goulard, à ce point détestait ce pays dont elle était ministre et avait fait des déclarations à l'emporte-pièce pour dire qu'il fallait plus, j'en avais parlé d'ailleurs d'un direct récent, pour dire qu'il fallait plus acheter français dans l'armée, etc., etc. Enfin, c'était lunaire. Donc elle dégage, et franchement, je crois qu'elle ne sera regrettée par personne. C'est une femme, c'est une nationaliste européiste, une espèce en admiration béate devant l'Allemagne. Voilà, elle a passé 35 jours au gouvernement. Franchement, c'était bien. Mais elle n'est pas partie pour des raisons de raisons d'État, parce que c'était un scandale d'avoir nommé cette personne à ce poste de ministre de la Défense, rappelé ministère des Armées. Elle est partie, je le disais tout à l'heure, sur ce fond de soupçon de financement par les fonds européens de membres du MoDem, d'attachés du MoDem. Alors, à ce propos, je voudrais dire deux choses sur cette affaire un petit peu obscure. Si j'ai bien compris, on ne reproche pas aux personnes du MoDem qui sont incriminées, c'est-à-dire Madame Goulard, puis ensuite ils sont tombés comme des dominos, Madame de Sarnez et Monsieur Bayrou. On ne leur reproche pas, c'est un enrichissement personnel. On leur reproche d'avoir financé de façon irrégulière et même illégale, sur des fonds venus du Parlement européen, donc des fonds dits européens, d'avoir financé des attachés du MoDem, qui en fait des administratifs du parti MoDem, alors que normalement ces fonds sont censés ne financer que des attachés parlementaires au Parlement européen, à Strasbourg et à Bruxelles. Voilà. Alors, à mon avis, il n'y a quand même pas de fumée sans feu. Si Madame Goulard a présenté sa démission, ça a d'ailleurs plongé dans l'embarras à l'évidence M. Bayrou, parce que le soir même, il a dit c'est une décision strictement personnelle, sous-entendu ça ne me concerne pas. Puis le lendemain, il a été obligé lui-même de s'appliquer cette décision strictement personnelle. Donc à mon avis, ça doit être sans doute assez exact. Ça, d'ailleurs, cette affaire a été balancée par le Front National, parce que le Front National est attaqué sur les mêmes choses. En fait, ça rappelle un petit peu le fait que beaucoup de députés français à l'Assemblée nationale utilisaient leur conjoint ou un membre de leur famille comme attaché parlementaire. Là, c'est une autre affaire, mais qui est illégale au regard des fonds européens. Ce que ça veut dire aussi au passage, ça veut dire quand même que Madame de Sarnez, Monsieur Bayrou, Madame Goulard, si les faits sont avérés, en fait, ils sont européens comme moi je suis moine tibétain. C'est-à-dire qu'en réalité, ils étaient là, ils trouvent très intéressant
les financements européens pour financer leur structure politique en France. C'est quand même, si les faits sont avérés, ce serait quand même moins une histoire de détournement de fonds que vraiment un problème d'éthique et de mensonge politique. Ça veut dire qu'en fait, ils en ont rien à faire de l'Europe. En fait, que ce sont des hypocrites. En fait, ils utilisent les fonds qui normalement devraient servir à financer les salaires de chargés d'attachés parlementaires lorsqu'ils sont à Bruxelles et à Strasbourg. Mais en fait, comme ça ennuie tout le monde d'être à Bruxelles et à Strasbourg, ils auraient fait ce genre de détournement. Monsieur Bayrou, donc, a dégagé. Alors ça a fait un peu les délices de beaucoup de Français. Faut dire que l'affaire est quand même. Monsieur Bayrou a ramé depuis, c'était même un titre du Figaro, depuis 20 ans ou 25 ans, 30 ans, pour essayer de revenir au gouvernement. Il avait été ministre de l'Éducation sous Jacques Chirac, d'ailleurs un très mauvais ministre de l'Éducation, soit dit en passant. Il avait donc été ministre de l'Éducation sous Jacques Chirac, et ça, il ramait depuis des décennies pour revenir. Finalement, il est garde des Sceaux, ça a duré moins de 35 jours. Franchement, quelle rigolade. Il a eu l'ensemble des rieurs contre lui. Ça prête à réflexion d'ailleurs, et moi j'avoue je n'ai pas la réponse. Peut-être certains d'entre vous l'ont-ils, je ne sais pas. Et il y a deux façons de lire toute cette affaire. La première façon, c'est de penser que M. Macron et M. Philippe ont été pris au dépourvu. C'est-à-dire qu'ils ne pensaient pas que Mme Goulard démissionnerait et qu'ensuite il y a eu cet effet domino. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, les gens du MoDem qui sont toujours là à donner des leçons de morale aux uns et aux autres, ils se sont dit on peut pas rester, on va avoir une pression trop importante. Ce qui irait dans ce sens, c'est qu'on a quand même le sentiment que le nouveau gouvernement a été modifié plus substantiellement qu'il n'était prévu à l'origine. Il y a d'ailleurs eu des délais, ça devait être annoncé à 18h, ça a été reporté d'une demi-heure, 1 heure et quart, etc. Donc il y a eu des délais dans les nominations. On a un peu le sentiment ils ont été à peu près au dépourvu. C'est une première hypothèse. Si c'est de la bonne hypothèse, ça veut dire que M. Macron, vraiment, n'est pas un fin politique. Et d'avoir nommé des gens qui avaient des casseroles de notoriété publique. La seule chose, c'est que ça n'était pas sorti dans les grands médias, mais ça circulait déjà beaucoup sur Internet ou dans le Canard enchaîné. S'il a fait ça comme ça, c'est quand même très imprudent. Et puis il y a une deuxième façon de voir les choses, c'est à ce moment-là, c'est que ça aurait été fait exprès. C'est-à-dire que M. Macron et M. Philippe auraient délibérément nommé des ministres dont on savait qu'ils allaient chuter prochainement du fait d'une mise en examen, et en particulier, il aurait mis spécialement M. Bayrou à la place de garde des Sceaux, ministre de la Justice, chargé de faire adopter une loi sur la moralisation de la vie politique au même moment où il allait être mis en examen. Cette version des choses n'est pas exclue du tout. C'est même assez vraisemblable sous certains côtés. Si telle est la bonne version des choses, alors ça ne voudrait pas dire que M. Macron est un mauvais politique, ça voudrait dire que c'est un grand pervers. Parce que normalement, quand on est un être humain, on évite de mettre quelqu'un dans une position aussi embarrassante. S'il savait qu'il y avait M. Bayrou, etc., allait chuter, il fallait qu'il dise, écoutez, cher ami, la justice en ce moment va œuvrer, il faut absolument je ne peux pas vous nommer maintenant, on va nommer d'autres personnes du MoDem, et puis ensuite, une fois que votre bonne foi a été établie par la justice, à ce moment-là, vous entrerez au gouvernement. Donc voilà, je ne sais pas, chacun aura sa vision des choses. Pour clore sur cette affaire des affaires, justement, il y a quand même le problème qui est apparu, c'est des perquisitions qui ont été effectuées chez Havas et chez Business France pour l'affaire du financement qui, semble-t-il, n'a pas correspondu aux règles des marchés publics lors du déplacement d'Emmanuel Macron à Los Angeles pendant les débuts de la campagne électorale présidentielle sur fonds publics. Et ça n'a pas été suivi, les marchés publics n'ont pas été suivis. Il y a eu un rapport de l'Inspection générale des finances. J'en parle non pas parce que je suis de l'Inspection générale des finances, mais parce que c'est sorti dans le public, c'est de notoriété publique, qui justement a souligné que le code des marchés publics n'avait pas été respecté. Or, c'est la directrice générale de Business France
maintenant est membre du gouvernement. Elle est même la ministre du Travail du gouvernement actuel. C'est un peu gênant qu'elle soit maintenue dans ses fonctions. Quoi d'autre encore à dire sur ce gouvernement? Alors maintenant, prenons les uns après les autres. Je vais rien dire sur Gérard Collomb et Nicolas Hulot. Ils sont prorogés. La garde des Sceaux, ministre de la Justice, donc c'est M. Bayrou étant parti et remplacé par une dame qui est Nicole Belloubet, qui est une professeure de droit communautaire d'ailleurs. Elle est une grande spécialiste du droit européen. Elle était auparavant, c'était la première fois qu'une professeure de droit, je crois, était au Conseil constitutionnel. Elle est marquée à gauche, elle est marquée côté Parti socialiste. Mais elle est peu marquée quand même, c'est surtout une professeure de droit communautaire, de droit européen, et donc une technicienne. Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, donc c'est M. Le Drian, ça ne change pas. La ministre des Armées, donc là ça change, c'est Florence Parly, qui est une énarque, qui vient du budget, qui a été secrétaire d'État au budget sous Lionel Jospin, donc marquée au PS. Elle n'a aucune connaissance particulière du monde de la défense. Rien. Donc ça veut dire qu'elle va être là probablement soit pour faire passer au ministère des Armées la pilule amère des restrictions budgétaires continuelles, soit pour faire un petit contrepoids pour le ministère des Armées pour qu'il puisse se faire un petit peu moins tondre par le Bercy, par le ministère du Budget qu'il n'était prévu. C'est possible que ce soit cela, puisque Monsieur Macron s'était quand même engagé à rétablir le budget des armées. On a vu d'ailleurs que Madame Goulard s'était réjouie quasiment de voir son budget diminuer encore. Donc Florence Parly, c'est en fait une femme compétente, comme d'ailleurs Madame Belloubet, une technicienne plus qu'une politique. Le ministre de la Cohésion des Territoires, donc c'était Monsieur Richard Ferrand, qui a donc été prié d'aller voir ailleurs qu'au gouvernement la suite de sa carrière. Et donc il est remplacé par Jacques Mézard, qui est un célèbre inconnu, qui est, je crois, un radical de gauche, radical socialiste. Je rappelle au passage d'ailleurs que l'UPR, aux élections législatives, au premier tour, a obtenu plus de voix que le parti radical de gauche de M. Mézard. M. Mézard avait été nommé, est un sénateur, avait été nommé ministre de l'Agriculture. Il n'avait jamais été agriculteur. Le voici maintenant ministre de la Cohésion des Territoires. On va voir ce que ça va donner. Ministre des Solidarités et de la Santé, c'est Madame Agnès Buzyn qui est prorogée. Depuis qu'elle a pris ses fonctions, elle n'a fait pour l'instant essentiellement qu'un scandale. C'est d'annoncer qu'elle voulait forcer tous les enfants à avoir 11 vaccins d'un coup, ce qui prête quand même à un certain nombre de problèmes, parce que le DT polio soit imposé aux enfants, ça dont acte. Tous les spécialistes sont d'accord. L'hépatite B, qui est une maladie sexuellement transmissible et dont le vaccin est réputé ayant parfois des conséquences terribles en matière, justement, elles peuvent provoquer, il y aurait des cas suffisamment significatifs en nombre pour que l'alerte ait été donnée, comme quoi ça pourrait provoquer des maladies auto-immunes. Administrer un vaccin comme ça à des nourrissons, alors que c'est une maladie sexuellement transmissible, c'est quand même un petit peu pousser le bouchon loin. En attendant, elle est maintenue à son poste. De même que M. Bruno Le Maire est maintenu au poste de ministre de l'économie, de même que Mme Françoise Nyssen est maintenue au ministère de la Culture, de même que Mme Muriel Pénicaud, donc c'est celle dont je parlais tout à l'heure, est maintenue au ministère du Travail, c'est-à-dire l'ancienne directrice de Business France. On va voir si elle va y rester. Le ministre de l'Éducation nationale, c'est M. Blanquer qui est maintenu. Le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, c'est un nouveau venu, c'est un type qui s'appelle M. Stéphane Travert. M. Stéphane Travert qui a été mis là. Voilà. J'ai regardé son pédigré. J'ai l'impression qu'il n'a aucune connaissance particulière de l'agriculture, mais bon, voilà, il a été mis là. Le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin, donc c'est-à-dire sans doute le ministre du Budget, c'est une autre façon de présenter les choses. Lui, c'est un ancien UMP.
Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation, Frédérique Vidal. Le ministre des Outre-mer, Annick Girardin. Ministre des Sports, Laura Flessel. Tout ceci, c'est comme auparavant. Petite anecdote d'ailleurs, lors de la présentation, M. Colère, qui présentait la liste du nouveau gouvernement du côté des jardins. Alors la presse en a fait tout un truc, c'est incroyable, c'est présenté sur le parvis, c'est pas présenté dans la cour, mais c'est présenté côté jardin. En fait, tout le monde s'en fiche. Bon. Mais il paraît-il que c'était la grande information de la journée. Au cours de cette présentation, comment dirais-je, M. Colère s'est un petit peu mélangé les pinceaux et au lieu de présenter ministre des Sports, il l'a présenté comme ministre des Transports. Madame Laura Flessel. Ma vérification faite, elle n'est pas transport, elle est seulement sport. Alors, ensuite, c'est là où il y a des innovations, c'est que dans ce gouvernement dont l'accouchement a été quand même assez pénible, il y a, alors je n'ai pas vérifié, ça serait très fastidieux à le faire, mais c'est un ministère, un gouvernement, où il y a beaucoup de ministres et de secrétaires d'État sans portefeuille, comme on dit. Sans portefeuille, ça ne veut pas dire que M. Richard Ferrand le barbotait au passage. Ça veut dire qu'ils n'ont pas d'attribution particulière. Alors ça arrive régulièrement, c'est quand même rare. C'est quand même rare, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé, qu'il y ait des ministres sans portefeuille, c'est-à-dire un petit peu, on leur donne des missions comme ça, les unes après les autres, donc ils sont au gouvernement. Souvent, c'est des amis du Premier ministre que l'on mène comme... Enfin, souvent. L'affaire est rare. Mais là, ce qui est particulièrement étonnant, c'est qu'il y en a beaucoup. On a un peu l'impression que ça a été fait à la va-vite, ce gouvernement. Comme si on fallait absolument nommer des gens avec un savant équilibre, les hommes et les femmes, il faut absolument qu'il y ait le même nombre d'hommes que de femmes, etc. Et puis alors, il faut qu'il y ait des En Marche, qu'il y ait du Modem, qu'il y ait des Républicains, qu'il y ait de ci, qu'il y ait de ça. Ouh là là. Mais en définitive, on a l'impression que ça a prévalu sur l'attribution des postes. Alors, Premier ministre sans portefeuille auprès du ministre de l'Intérieur, c'est Madame Jacqueline Gouraud. Madame Jacqueline Gouraud, qui est en fait du Modem, qui est une sénatrice du Modem, qui a été parmi les premières à apporter son soutien comment dirais-je, comme c'était la première, c'était un soutien de poids à monsieur Macron. Alors elle est mise sans portefeuille. Qu'est-ce qu'elle va faire exactement? On ne sait pas. Peut-être qu'elle va s'occuper de la gestion des collectivités locales. Mais pourquoi ne pas l'avoir à ce moment-là nommé ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur chargé des collectivités locales? Peut-être parce qu'ils ne savent pas très bien comment ça va s'articuler avec le portefeuille donné à monsieur Mézard tout à l'heure sur la cohésion des territoires. Bon. En attendant, Madame Gouraud va être obligée de se faire une place dans ce gouvernement. Ensuite, auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire, c'est-à-dire donc auprès de Monsieur Hulot, il y a une ministre chargée des Transports qui est Madame Elisabeth Borne. Le jeu des 1000 bornes, c'est pour les transports, c'est assez bien trouvé. En fait, c'est une spécialiste, c'est quelqu'un une énarque qui a été, je crois, à la SNCF, qui a été ici ou là, et donc qui est non, je crois que c'est une polytechnicienne. Excusez-moi, je crois qu'elle a fait Polytechnique, elle a fait l'école des ponts et chaussées, je crois que c'est ça, je me suis trompé. Et donc c'est une très bonne technicienne, mais ce n'est pas une politique en particulier. Auprès du ministre de l'Europe, de M. Le Drian, il y a une ministre chargée des Affaires européennes qui remplace donc Madame de Sarnez. Elle s'appelle Nathalie Loiseau. Nathalie Loiseau, ce n'est pas une énarque, mais elle était directrice de l'ENA. C'était d'ailleurs la première fois, sauf erreur, qu'il y avait une directrice de l'ENA qui n'était pas énarque. Donc Loiseau, Madame Loiseau, en fait, a passé 25 ans de sa vie au Quai d'Orsay. Elle avait été notamment la porte-parole à l'ambassade de France à Washington au moment où Dominique de Villepin, en 2003, avait fait le discours que l'on sait pour s'opposer à la guerre en Irak. Donc avec l'ambassadeur de France à l'époque, Jean-David Lévite, que je connaissais, ils avaient ramé un petit peu pour essayer de calmer le jeu et d'amadouer un petit peu les médias américains qui fustigeaient la France. Voilà, donc Madame Loiseau, elle est chargée des affaires européennes. Elle était donc directrice de l'ENA, qui est à Strasbourg, comme on le sait. Et puis arrivent les secrétaires d'État. Et alors c'est là où il y a beaucoup de nouveautés. Donc Christophe Castaner reste le secrétaire d'État chargé de porte-parole, des relations avec le Parlement et porte-parole du gouvernement.
Madame Schiappa, elle est secrétaire d'égalité entre les femmes et les hommes. On a un petit peu le sentiment que ça va poser des problèmes. Cette dame, il y a déjà un certain nombre de problèmes qui ont été créés, on va voir la suite. Ensuite, il y a un secrétaire d'État auprès du ministre chargé des personnes en situation de handicap, enfin des personnes handicapées, c'est son titre. C'est Madame Sophie Cluzel, qui a une petite fille trisomique et qui, à cette occasion, depuis plusieurs années, est à la tête d'organisations, d'associations chargées du handicap. Donc ça, il faut plutôt se féliciter de cette nomination qui manquait cruellement, il faut le dire, dans le gouvernement précédent. J'avais d'ailleurs été parmi les premiers à m'indigner du fait qu'il n'y avait pas de portefeuille chargé des personnes en situation de handicap. Monsieur Mounir Majoubi conserve son poste de secrétaire d'État chargé du numérique. Il le conserve d'autant plus qu'il est le tombeur de monsieur Cambadélis lors de l'élection législative à Paris dans le 19e arrondissement. Et puis alors, auprès de monsieur Hulot, il y a 2 nouveaux secrétaires d'État sans portefeuille. Alors ça, je crois, de mémoire, je peux me tromper, mais de mémoire, je crois que j'avais jamais lu ça. Ils ont annoncé 2 personnes d'un coup. Enfin, monsieur Koller a annoncé 2 personnes d'un coup. Sébastien Lecornu et Brune Poisson comme étant secrétaire d'État sans portefeuille auprès de monsieur Hulot. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que monsieur Hulot a dû faire un caprice et qu'il a dû dire, vous comprenez, j'ai besoin d'avoir des aides, et donc on lui a fourni 2 aides, donc ce monsieur Lecornu et cette madame Poisson. Monsieur Lecornu, qui, sauf erreur de ma part, je crois, vient des Républicains, donc c'est un lemériste, si je crois bien savoir, et madame Brune Poisson, qui a été, notamment, je crois qu'elle a passé du temps sur des questions écologiques, notamment en Inde, je crois. Enfin, ce sont des gens sans doute jeunes. Bon, c'est bien, a priori, mais pas spécialement très marqués politiquement, sauf peut-être monsieur Lecornu. On va voir, mais en tout cas, leur portefeuille n'est pas très clair. Un autre secrétaire d'État sans portefeuille auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, monsieur Jean-Baptiste Lemoyne. Bon, je ne sais pas là aussi ce qu'il va faire. Peut-être va-t-il hériter du secrétariat d'État chargé du commerce extérieur, qui manque cruellement. Mais pourquoi ne pas l'avoir nommé ministre du commerce extérieur, ministre délégué ou secrétaire d'État ? Dieu seul le sait. Un secrétaire d'État sans portefeuille auprès du ministre des Armées, de la ministre des Armées, c'est Madame Geneviève Dariussec, qui est une MoDem. Façon pour monsieur Macron et monsieur Philippe de montrer qu'ils veulent que le MoDem reste dans la majorité, puisque donc il y a eu Madame Jacqueline Gouraud et Madame Geneviève Dariussec qui représentent le MoDem. Alors qu'est-ce qu'elle va faire auprès du ministre des Armées ? C'est peut-être elle qui va être chargée des anciens combattants, poste qui là aussi manque cruellement, le poste sur la mémoire, les anciens combattants. Mais pourquoi ne pas l'avoir nommé comme ça ? Je ne sais pas. Auprès du ministre de la Cohésion des Territoires, un secrétaire d'État sans portefeuille, c'est monsieur Julien Denormandie. Ben, je ne sais pas. Et il va peut-être se marcher sur les pieds avec madame Jacqueline Gouraud. Je ne sais pas. Monsieur Denormandie, et qui, je crois, était le directeur de cabinet de Macron au ministère des Finances. On ne sait pas très bien ce qu'il va faire. Et puis, au ministère de l'Économie et des Finances, un secrétaire d'État sans portefeuille, qui est monsieur Benjamin Griveaux. Alors, est-ce que c'est lui qui va hériter du commerce extérieur ? Je n'en sais rien. En attendant, eh bien, il y a encore des dents qui manquent, que j'avais déjà soulignées. Il n'y a rien pour le commerce et l'artisanat, à moins que ce soit monsieur Benjamin Griveaux qui en hérite, je ne sais pas. Il n'y a rien pour le logement. Je ne sais pas qui est-ce qui va s'en occuper. Il n'y a rien d'explicite pour les anciens combattants, rien d'explicite pour le commerce extérieur. Donc tout ceci fait un effet un petit peu étrange avec ce ministère. Voilà, je terminerai sur cette analyse de ce ministère, de ce gouvernement, avec cette remarque assez étonnante qu'a fait M. Macron, qui a dit « ce gouvernement Philippe II est là pour durer longtemps ». Le problème, c'est qu'il avait dit la même chose pour le gouvernement Philippe I. Donc on va voir la suite des événements, on va voir ce qui va se passer, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a quand même un parfum d'impréparation qui semble régner sur tout ça, avec tous ces secrétaires d'État et ministres sans portefeuille. Voilà, on a fait le tour avec vous de ce nouveau gouvernement. Pour finir, quelle analyse faites-vous du premier Conseil européen de Macron ? Alors, aujourd'hui même, nous sommes le 22 juin, a lieu un sommet européen qui va, je crois, durer 2 jours. Donc, on est un peu au milieu du chemin. Donc, c'est un petit peu rapide pour former un jugement.
Néanmoins, j'observe ça évidemment, comme vous l'imaginez, avec beaucoup d'intérêt. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir la façon dont c'est perçu à Bruxelles et la façon dont les médias asservis en France présentent la chose. On nous a présenté en France, un certain nombre de médias ont présenté Monsieur Macron, taratata, j'arrive, voilà ma volonté sur l'Europe. Il a fait des déclarations au Figaro où il a dit que l'Europe ne devait pas être un supermarché, que c'était un destin en commun. C'est très gentil de dire comme ça au Figaro et devant la presse internationale qu'il avait fait venir à l'Élysée, l'Europe est un destin en commun. Mais ça, c'est très facile de dire ça quand on est tout seul. Le problème, c'est quand on est 28. Et là, évidemment, ça commence à coincer. Parce que d'après les premières informations qui arrivent de Bruxelles, monsieur Macron s'est heurté à un certain nombre d'os tout de suite. Il a été très gentiment accueilli. Oui, il a sauvé l'Europe. Les Français ont voté pour un projet européen. Enfin, ça, c'est ce qu'on raconte. Alors que les Français ont voté très chichement. Je rappelle qu'il n'y a que 40 et quelques pourcents, 42% des Français inscrits qui ont voté pour M. Macron au deuxième tour, et une grande partie d'entre eux ont voté pour barrer la route à Mme Le Pen. Mais c'était pas spécialement pour soutenir un projet européen. Alors M. Macron a dit qu'il voulait une Europe qui protège. Une Europe qui protège, et alors il est arrivé à Bruxelles, semble-t-il, et il a lancé l'idée qu'il fallait absolument protéger les industries, notamment dans les secteurs sensibles, des investissements étrangers, notamment chinois. C'est d'ailleurs assez cocasse qu'il s'attaque aux investissements chinois quand on pense qu'il a vendu, par exemple, la gestion de l'aéroport de Toulouse à des intérêts chinois qui, d'ailleurs, se sont révélés être des escrocs. Il avait été roulé dans la farine. Bon, peut-être que ça lui a servi de leçon. En attendant, il a donc dit qu'il fallait que l'Europe se protège contre les investissements chinois dans des industries de haute technologie, et donc qu'elle ait une espèce de regard et éventuellement qu'elle interdise. Il a même cité en exemple les États-Unis d'Amérique. Je me demande par moments s'il n'a pas vu un certain nombre de mes conférences, M. Macron, parce que c'est exactement ce que je ne cesse de dire. Mais s'il a vu mes conférences, il aurait dû aller jusqu'au bout, parce que qu'est-ce que je dis dans mes conférences? Je dis qu'il y a le stratagème des chaînes, c'est que ça bloque toujours, il n'y a jamais l'unanimité. Ben là, bingo, c'est exactement ce qui s'est produit. C'est-à-dire que l'Allemagne, semble-t-il, a doucement soutenu, discrètement, la position de Macron, Mme Merkel, parce qu'il y a un certain nombre, il y a eu récemment une grande entreprise de haute technologie allemande qui a été rachetée pour 4,6 milliards d'euros par un géant chinois qui s'appelle Midea. Donc ça a fait grand bruit outre-Rhin, donc elle l'a un petit peu soutenu, sauf que aussitôt, vous avez eu le Portugal, la Grèce qui ont dit hors de question de réglementer les investissements chinois, parce que le Portugal, la Grèce, ils ont justement besoin d'investissements étrangers. Et comme les investissements venus d'Europe ne se précipitent pas en ce moment en Grèce, c'est le moins que l'on puisse dire, eh bien ils veulent que ça perdure. Donc, encore une fois, la parfaite situation d'autoblocage. Et alors, dans la presse française, on dit voilà, M. Macron veut imposer ça, mais en fait, si vous allez regarder un petit peu plus près, c'est un échec. Voilà, il a été complètement isolé sur cette affaire. Et donc le seul truc dans le communiqué final, qui paraît-il est en préparation au moment où je parle, il sera simplement question de demander à la Commission européenne son avis, quoi. Enfin, une espèce de façon pour noyer le poisson en sauvant la face de celui qui a lancé ça. C'est pas la seule déconvenue, il y en a une deuxième qui est arrivée, puisque M. Macron est parti en guerre contre les travailleurs détachés. Et même chose d'ailleurs, il s'est retrouvé en phase avec l'Allemagne, qui souffre effectivement de cette procédure des travailleurs détachés, dont vous savez, je rappelle que ce sont des travailleurs par exemple venus de Pologne, de Roumanie, de Bulgarie, des pays baltes, qui sont en France et qui sont payés avec des salaires français, généralement le SMIC, mais avec les charges salariales, les cotisations patronales et salariales des pays d'origine, c'est-à-dire beaucoup moins. C'est évidemment un torrent en faveur des travailleurs de ces pays qui viennent en France ou en Allemagne. Alors l'Allemagne et la France sont en désaccord avec ce système qu'ils ont pourtant accepté, mais ils n'avaient qu'à pas l'accepter. Et donc ils veulent essayer de revenir dessus, mais comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, y compris pendant la campagne présidentielle d'ailleurs, eh bien la Pologne, les pays baltes, la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie, etc. refusent de faire toute modification
que ce soit dans ce domaine. C'est-à-dire que M. Macron... alors il a utilisé des mots assez extraordinaires quand même, puisqu'il a dit comment est-ce que je peux ensuite vendre le projet européen aux classes moyennes françaises, etc. Lorsqu'elles voient ça, voilà, et ben voilà. Ben, M. Macron, il est en train de constater sur le terrain exactement ce que je disais pendant la campagne. Ainsi s'achève ce 45e entretien d'actualité. Merci de l'avoir suivi. Le dernier mot, il est pour vous, François Asselineau. Un mot pour conclure. Un mot pour conclure, je vais dire, pour le coup, je vais dire quelque chose. Je vais saluer une déclaration de M. Macron. Mais c'est un petit stratagème chinois. Ça s'appelle une épée derrière un sourire. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que M. Macron a stupéfié le monde entier, enfin les gens qui s'intéressent, lorsqu'il s'est exprimé il y a quelques jours sur la situation en Syrie, en disant que désormais la priorité de la France devait être de lutter contre le terrorisme, avec tout le monde, y compris avec la Russie. Et quand il a dit que de toute façon, Bachar el-Assad, pour l'instant, on ne lui voyait pas de successeur légitime. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement, et ça a été interprété comme ça par les prétendus opposants syriens, ça veut dire tout simplement que M. Macron est en train de faire un virage à 180 degrés par rapport à ce qu'était la politique de Fabius, par exemple, ou de Hollande sur cette affaire sur cette affaire syrienne, c'est-à-dire de reconnaître que finalement on ne peut pas faire sans Bachar el-Assad. Or cette déclaration a été peu médiatisée en France, un petit peu, mais pas beaucoup. Mais en revanche, elle a fait grand bruit chez les Syriens qui ont émigré à Londres, etc., chez les pousses au crime, parce qu'en fait, M. Macron reconnaît qu'on ne peut pas faire sans Bachar el-Assad. Alors ça sera le mot de la fin, c'est que moi je salue cette déclaration, parce que c'est une déclaration de réel politique, comme on pourrait dire. C'est une déclaration de bon sens politique et de bon sens géopolitique, dont acte. Et là, pour une fois, on me reproche d'être toujours critique. Non, pour une fois, je dis que M. Macron a raison d'avoir dit ça. Mais je rappelle quand même que pendant l'élection présidentielle, il disait tout autre chose. Et quoi, moi, je me rappelle avoir été interrogé pendant l'élection présidentielle. Vous savez, il y avait eu cette affaire, un bombardement avec des produits chimiques là, qui avaient été aussitôt attribués à Bachar el-Assad. Et d'ailleurs, M. Macron avait dit qu'il se félicitait que les Américains aient bombardé. D'ailleurs, je observe que ce bombardement aux armes chimiques, plus personne n'en parle. On ne sait pas ce que c'est devenu, on ne sait pas. Et moi, quand j'avais été interrogé à la télévision pendant l'élection présidentielle, j'avais été mis sous une pression, une intimidation de la part de journalistes qui étaient là pour faire dire, faire comme si c'était un scandale que je ne veuille pas attribuer ça à Bachar el-Assad, comme si j'étais un suppôt de Bachar el-Assad qui était une espèce de nouvel Hitler ou de nouveau Staline, et comme si c'était un véritable scandale ma position, mais en définitive, qui avait raison? C'est moi qui avais raison, c'est M. Macron qui mentait à ce moment-là, parce qu'il allait tout à fait dans le sens de ce que souhaitait l'oligarchie. Alors, on va voir la suite des événements. En attendant, un bon point pour M. Macron maintenant, un mauvais point lorsqu'il était candidat à l'élection présidentielle. Sur ce, je m'arrête. Je ne veux pas faire un truc très long, j'en ai quand même beaucoup parlé déjà du gouvernement et des conséquences. La prochaine fois, nous ferons donc un direct, ça sera le jeudi 29 juin, un direct où je répondrai à toutes vos questions. Avant de conclure, le dernier mot de la fin, ça sera n'oubliez pas d'adhérer à notre mouvement. Le rythme des adhésions, comme c'est normal, c'est vraiment a beaucoup baissé, puisque les élections sont passées, on entre en période, non pas d'hibernation, mais en période estivale. N'oubliez pas quand même que notre mouvement politique a besoin de vous, a besoin de votre soutien financier, a besoin de vos adhésions. Donc je vous le demande. Et vous voyez d'ailleurs que ce qui est en train de se passer sur la scène politique montre que le nouveau gouvernement n'est pas bien parti. Je vous le demande, il va y avoir des résultats électoraux, des nouvelles échéances électorales peut-être dès cet automne avec des invalidations de législatives, certainement en tout cas les élections européennes de 2018. Il faut qu'on soit prêt. N'hésitez pas, rejoignez-nous. Merci, vive la République et vive la France.
Retrouvez nos analyses, nos propositions, adhérez ou faites un don sur upr.fr. Retrouvez-nous aussi sur Facebook pour partager des idées et participer au direct. Twitter pour suivre les réactions de François Asselineau au jour le jour. YouTube pour ne rater aucune de nos vidéos. Pour nous aider à rétablir la démocratie, poussez-nous, abonnez-vous, partagez.